Alors aujourd'hui, je vous emmène hors de Lyon. Si vous regardez autour de moi, vous apercevez la nature et un édifice emblématique de l'architecture du XXe siècle réalisé par Le Corbusier, le couvent des Vœux, le couvent de la Tourette. On est dans un lieu très particulier que j'ai souhaité vous faire découvrir et le frère Alain Durand va nous recevoir, nous guider, nous balader dans ce lieu où on habite, on prie et on travaille. Ici, on parle d'architecture et de spiritualité. On y va, vous allez adorer. Je suis maintenant avec le frère Alain Durand qui nous reçoit, il nous balade et va nous balader dans ce très bel endroit. Et bonjour et merci de nous accueillir dans ce lieu très particulier. Je dis toujours qu'il y a une frontière entre la vie publique et la vie monacale. Et on est ravis de pouvoir entrer dans ce lieu dans lequel vous vivez vous-même. Hein? Tout à fait. Je précise tout de suite, nous ne sommes pas des moines. Voilà. Alors je disais c'est la vie conventuelle. Voilà, la vie dans un couvent, la vie conventuelle, exactement. Alors nous sommes devant ce très bel édifice construit par Le Corbusier. Il a été inauguré, si je me souviens bien, dans les années 60. En 1959, les frères sont rentrés dans le couvent. Voilà. Donc ensuite, il y a eu une belle inauguration avec le cardinal Gerlier. Voilà, Le Corbusier est venu. Ça devait être en 1960. Oui, oui. Il y avait combien de frères à l'origine? À l'origine, il y avait à peu près 70 frères dans la maison. Hein. Et vous êtes une dizaine aujourd'hui? Voilà, exactement. Donc 70 frères, des dominicains. C'était des dominicains, mais nombreux parce que c'était une maison de formation. Donc les frères, les jeunes qui rentraient dans l'ordre, restaient ici plusieurs années pour leur formation, leurs études, etc. Donc c'est pour ça que c'était un couvent assez nombreux. Ouais, il y avait donc des étudiants et des professeurs dominicains. Bien. Donc voilà. Donc ce bâtiment construit en gros il y a 70 ans, oui. Donc qui a été rénové, qui est classé aujourd'hui à l'UNESCO, voilà, 2016, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et c'est un bâtiment qui a été construit par Le Corbusier sur cette colline. Il a épousé la topographie du lieu. Et donc il y a plusieurs niveaux d'élévation. Et donc sur 5 niveaux, c'est cela? Oui, tout à fait, oui. Donc la partie basse, tout en bas, c'est donc les cuisines? Alors tout en bas, c'est ça, toujours les cuisines, la lingerie, l'origine, voilà. Oui, donc c'est une partie d'ailleurs qui ne fait pas toute la longueur du couvent. Oui. Voilà, puis alors au-dessus, c'est le niveau de la vie commune, parce que c'est très rationnel comme organisation, c'est-à-dire les lieux d'accès à l'église, au chapitre, au réfectoire. Alors, vous nous embarquez plutôt. Oui. Juste un petit rappel, ce qui est intéressant, c'est que Le Corbusier travaillait sur ce qui était façade libre, plan libre, pilotis, toit terrasse et les fenêtres en longueur qu'on aperçoit d'ici, sur la partie basse de l'édifice. On est sur du béton armé, donc évidemment ça vieillit pas toujours bien. Oui, mais il faut le rénover. Vous avez fait une rénovation il y a une rénovation il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, alors ça va, on en a pour quelques temps. Allez, on y va. Je me laisse guider, je suis ravie d'être avec vous, merci beaucoup. Merci bien. Nous sommes maintenant devant le porche d'entrée. Voilà, donc c'est un porche particulièrement dépouillé, mais qui nous introduit aux dimensions du couvent, qui est le modulor, le système de mesure de Le Corbusier. 1,83 m, c'est ça? Voilà, l'homme debout, l'homme parfait. Voilà, donc c'est ce que Le Corbusier avait décidé. Oui, il y a quelque chose d'arbitraire, bien sûr, mais c'est une moyenne de dimension du corps, 1,83 m, puis 2,26 m le bras levé. C'est ça, ouais. Donc, moi j'en suis pas là, et vous non plus, moi non plus, mais on ne doit pas être... Oui. Donc on entre par ce porche. On entre par ce porche, oui, très dépouillé. Voilà, oui, on est toujours sur du béton armé. Voilà, et puis ici, donc on arrive, ce qui est maintenant les espaces d'accueil et de librairie, mais qui étaient jadis les parloirs, là où les frères recevaient les gens de l'extérieur. D'accord. Parce que les gens de l'extérieur ne rentraient pas dans le couvent. D'accord, oui, alors maintenant le couvent est ravi. Maintenant, au contraire, c'est un lieu de rencontre. Voilà, c'est essentiellement un lieu d'accueil maintenant. Voilà. Bon, alors on va entrer, on va s'approcher, parce que les gens ont plaisir aussi à s'asseoir sur ce banc. Mais là, on a une vue absolument magnifique sur la cour intérieure. Voilà. C'est complètement contrasté avec l'extérieur du couvent. D'accord. Donc là, évidemment, dans les années 70, on adorait toutes ces couleurs. On perçoit des caissons de couleurs diverses et variées. Vous avez conservé ces systèmes de couleurs?
Ah ben vous voyez le couvent tel qu'il était à l'origine. Hein. Donc ce bâtiment a été classé par l'UNESCO, on disait, en 2016. Hein, oui, quelque chose comme ça. Ça, oui. ça a apporté... Avant, il était monument historique déjà. Voilà, monument historique. Ouais. Et là, beaucoup de visiteurs. Oui, il y a pas mal de visites, surtout l'été, quoi, maintenant. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens étrangers qui viennent, hein, de l'étranger, beaucoup. Oui, parce que je disais, c'est quand même un des bâtiments emblématiques de l'architecture du XXe siècle. Oui. Après Beaubourg, hein, j'ai vu, c'est le deuxième le plus connu. Oui, j'ai lu. Oui, d'accord. Voilà, regardez. Hein. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu quel est ce bâtiment, puisque vous avez des puits de lumière. Alors, ce bâtiment, il est collé à l'église, ces grands murs de béton, et c'est une sacristie, c'est-à-dire un lieu où on dépose des objets pour le culte, les livres de prière, etc. Et qui a cette particularité d'être éclairé par le toit. Voilà, donc avec ces puits de lumière. Des oculus zénithaux. Oui. Et du coup, ce bâtiment l'est éclairé selon, évidemment, le soleil. Alors ça, on peut le dire de tout le bâtiment, qu'il vit beaucoup avec la lumière. C'est ça. Vous savez, Le Corbusier a dit que l'architecture, c'est une œuvre savante et magnifique des formes dont la lumière. Et il construit autant avec la lumière qu'avec les formes. Oui, donc le toit terrasse, on capte de la lumière. Voilà, et ici, quand on circule dans le couvent, comme on va le faire, vous verrez, les formes changent et bougent avec la lumière. Oui, et puis beaucoup de baies vitrées. Voilà, c'est très très ouvert sur l'extérieur, quoi. Ouais, très bien. Voilà. Alors on va pouvoir entrer dans un de ces grands couloirs, hein, dont on parlera aussi au niveau de la lumière. Et là, on visite une cellule. Une cellule parmi beaucoup d'autres. Et le choix de la cellule n'a pas d'importance parce qu'elles sont toutes les mêmes. Elles sont voilà. Elles font quoi en superficie, on va voir ça. Alors, voilà. Alors là, c'est tout petit quand même. C'est quoi il faut. Mètres par donc ça fait presque 5 mètres avec le couloir. Donc petite pièce, alors je parlais de monacale, mais conventuelle. Oui. La cellule, le but est vraiment d'y dormir, éventuellement. Et d'y travailler, intellectuellement, je travaille ainsi, de la lecture, la prière aussi, hein. Mais c'est un lieu de la vie individuelle, quoi. Voilà, c'est la vie, on se replie sur soi et on prie, où on travaille. On travaille, hein. Petit loggia qui donne évidemment toujours sur la nature. Voilà. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de transat sur la loggia, il n'y a pas de chaise. Bon, on pourrait, c'est pas interdit. Hein. Est-ce qu'on y sort éventuellement pour respirer, voir la nature? Comme je vous posais la question, pourquoi y a-t-il du béton armé ou du béton tout simplement dans cette fenêtre? Normalement, on a une fenêtre. Le but, c'est de pouvoir voir à l'extérieur la totalité du panorama. Voilà. Là, il y avait quand même Le Corbusier, il avait beaucoup réfléchi. Alors, en fait, on appelle ça un bouclier de béton, et c'est pour empêcher la lumière de rentrer directement dans le couloir. Pourquoi? Parce que le couloir, comme vous le voyez, est simplement éclairé par ces bandes de verre étroite, ça ressemble un peu à un bateau des fois, et c'est pour tamiser la lumière. D'accord, donc on est dans un lieu de calme. On est dans un lieu de calme. On regarde, par contre on est autorisé quand même à regarder sur les côtés, parce que là c'est à la hauteur pour nous. Oui, non mais au contraire c'est fait exprès à la hauteur des yeux, pour qu'on profite de l'architecture de la cour intérieure, mais en même temps c'est pour rester dans une ambiance de méditation et de silence. Donc, vous voyez, la tuyauterie est apparente. Le Corbusier avait pour principe de ne rien cacher. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont, et il en fait presque un élément esthétique, avec les couleurs qui sont bleues ou rouges suivant la fonctionnalité des tuyaux. Puis vous voyez que tous les fils passent, et ils sont suspendus sous le plafond. C'est un élément finalement de décoration. C'est un élément de décoration, et en même temps, il faut bien entendre que c'est très fonctionnel, parce que quand il y a une intervention à faire, c'est facile. Voilà, exactement, il faut être pragmatique. Nous allons voir la bibliothèque, je vous invite à rentrer. Ah, merci. Allons-y, pour reformer la porte. Donc une bibliothèque avec des thématiques bien sûr. Ah ben, il y a beaucoup de livres décrits sur l'écriture sainte, la Bible, puis la théologie, ensuite l'histoire, ensuite il y a les sciences humaines, la philosophie aussi qui est assez importante. Donc là, les frères viennent, empruntent un livre pour lire dans leur... pour le lire chez eux, oui, tout à fait. Oui, vous dites chez eux. Chez eux, dans leur chambre, dans leur cellule.
Voilà. Et donc combien de livres, vous avez une idée? Écoutez, j'ai pas de chiffre très précis, sinon, habituellement on dit entre 30 000 et 50 000, quoi. C'est une belle bibliothèque. Oui, c'est une belle bibliothèque, il y a des matières qui sont très fournies. Par exemple, ici, c'est un missel, Voilà. alors qui date de je ne sais pas combien Je d'années. sais pas quelle date, oui, je sais pas Mais quelle est la qui date. très lourd, on se posait la Oui, il est question. lourd, ouais. Donc évidemment une couverture tout en cuir travaillé avec. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu vous régulièrement ou pas spécialement? Pas dans ce format-là, non, c'est Oui. plus utilisé du tout. Oui. C'est tout en latin, en plus Bien maintenant, sûr. on prie en Est-ce français. oui, et les frères là, vous parlez latin, vous lisez le latin ou vous l'avez appris Moi, je lis le latin, oui, je l'ai appris. Les jeunes frères un peu moins, oui. parce que maintenant c'est plus vraiment utilisé, mais c'est utile pour faire des études théologiques aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont en latin. Oui, alors ça c'est vraiment des livres anciens, là c'est plutôt réservé aux chants, je présume, oui. Voilà, oui, tout à fait. Ah oui, mais c'est des chants grégoriens. Oui. Alors où sommes-nous cette fois-ci? Alors, cette fois nous sommes sur le cloître. Le cloître qui fait la jonction entre l'église, le réfectoire et le chapitre, qui est une salle de réunion. Et c'est l'étage de la vie commune, c'est-à-dire toute la communauté se retrouve ici en même temps. Notamment, évidemment, pour la prière et puis le réfectoire. Donc, par contre, ça résonne un peu, puisqu'on a des grands volumes. Oui, mais je crois que c'est très intéressant de voir le mouvement qu'il y a du cloître et comment ça décroche. Ici, on a une grande élévation. Après, c'est la direction de l'église. Et c'est le sol qui descend. En signe d'invitation dans l'église. Voilà, on va y aller alors. Hein. Nous sommes à l'entrée de l'église avec cette porte magnifique que l'on ouvre en semaine ou le dimanche en tout cas, quand il y a du monde. Et je vais vous faire l'ouverture de cette porte parce que elle est en quoi cette pilote, elle est en métal. Oh là là, elle est absolument extraordinaire. Oui, elle est magnifique. Voilà. Donc le dimanche, vous recevez des gens extérieurs qui viennent à la messe? Oui, il y a à peu près une centaine de personnes qui viennent le dimanche à la messe, des environs de Lyon ou des gens de passage. La messe est ouverte. Elle est à 11h, tous les dimanches, oui, elle est ouverte. À 11h, venez à la messe, au couvent. Voilà, donc c'est toujours ouvert. Oui. Alors là, on entre dans un bâtiment extrêmement grand. Voilà. C'est l'église. C'est l'église, l'ecclésia, le lieu de réunion. Voilà. Donc toujours en béton armé, très peu de lumière, on est d'accord? Alors la lumière est extrêmement contrôlée, parce que Le Corbusier a contrasté cette église avec le reste du bâtiment, qui est maximum ouvert sur la nature, alors qu'ici, il a voulu faire un lieu fermé de méditation et de silence. Donc pas de décoration, pas de fioriture, la simplicité complète. Le béton reste brut de décoffrage, comme vous pouvez le voir. Et Le Corbusier disait, mais il est beau mon béton. Là, on est dans un lieu très particulier, qui n'est pas ouvert au public. Non, habituellement, il n'est pas du tout ouvert. En fait, c'est un lieu qui ne sert plus actuellement, parce qu'il était prévu pour les messes privées d'avant le Concile Vatican II. Parce que chaque prêtre disait la messe isolée. Raison pour laquelle il y a tous ces hôtels. Voilà, alors que maintenant qu'il y a une messe où plusieurs prêtres célèbres, ils sont tous ensemble, autour du grand autel dans l'église. Mais voilà, donc ça donne quand même un lieu magnifique. Vous avez ce mouvement du mur qui est tout à fait unique ici. Voilà, et puis avec les canons de lumière et les couleurs. Ça, c'est l'œuvre de Xenakis. Le réfectoire. Nous allons rentrer pour voir ce lieu vaste et magnifique. Alors vous êtes dans la nature. Ouais, donc la nature complètement dans l'intérieur, mais on se sent libre. Donc toujours ce même principe d'arrivée de la lumière. Alors c'est intéressant de savoir que ces plots de béton qui séparent les vitres sont répartis selon un rythme qui est un rythme musical d'une œuvre de Yannis Xenakis. D'accord. Voilà. Donc cet architecte, artiste. Donc c'est l'architecte, artiste qui a travaillé avec Le Corbusier. Donc là, tous les jours,
Alors, tous les jours, on mange ici à midi avec les gens. Mais aussi les personnes. Oui, tout à fait. Alors je crois que 19 €, c'est cela, on peut manger. Voilà. Et c'est libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réserver. Ah si, il faut réserver. Oui, oui. Alors ça c'est bon à savoir parce que c'est. Non, il faut réserver parce qu'autrement, on ne peut pas être prêt, quoi. Ouais, d'accord. Il faut réserver quelques jours avant. Et qui est-ce qui cuisine? Alors c'est un traiteur qui vient. Non, pour le moment, c'est un traiteur, oui. Parce que je me disais, si on a un frère. S'il y avait un frère sur place, ça pourrait être plus souple, mais là, c'est pas possible. Alors au fond, c'est un office pour mettre la vaisselle et tout ça. Et puis vous avez ce que j'aime beaucoup ici, c'est la force de l'architecture. Vous voyez, les colonnes, les poutres, tout ça, c'est magnifique. Alain, merci beaucoup pour cette balade passionnante, relaxante. Je me sens loin de tout et très bien. Je vais finalement pouvoir passer du temps avec vous ici. Hein. Vous serez la bienvenue. Merci, oui. Et justement, les visiteurs sont les bienvenus. C'est ce qu'on va voir avec Alexandre Chabel, qui va nous continuer la balade dans les lieux ouverts aux entreprises, aux associations, aux visiteurs, pour qu'ils entrent dans ce lieu, ils passent du temps, ils fassent des réunions et toutes sortes d'activités au sein de ce lieu-là qui est ouvert au public, puisque votre vocation, c'est aussi l'accueil. Très bonne journée, merci à vous. Merci beaucoup, frère Alain, merci beaucoup. Je vous montre la suite? Eh bien, avec grand plaisir, Allez. puisque vous êtes un habitant d'Eveux, Oui. et vous travaillez ici tous les jours, Oui. donc vous n'êtes pas frère, Non. Mais vous êtes là pour, on va dire, commercialiser, faire connaître les lieux et gérer tout l'aspect aussi technique du fonctionnement d'un très bel édifice historique. Voilà, c'est ça. Je suis directeur du site. C'est une nouvelle fonction en fait qui existe depuis 6 mois seulement. Et donc on développe beaucoup l'ouverture à différents publics comme les entreprises. Pour moi-même avoir beaucoup travaillé avec les entreprises, les connaissant bien, je sais qu'elles ont besoin de ce genre de lieu. Donc si vous voulez, je vous ouvre les portes des paradis des entreprises. C'est par là, regardez. Alors, le nom Marie-Alain Couturier, c'était quelqu'un de connu? Oui, bah bien sûr, ça fait toujours référence à la culture dominicaine. Ce sont des frères qui ont été à l'origine de la construction du couvent. Ce sont des personnages qui ont marqué le couvent. Alors, vous voyez, vous arrivez ici dans une petite salle. C'est une ancienne salle de classe. Regardez, ça nous montre que autrefois, ici, il y avait des professeurs qui enseignaient. C'est un tableau qui est incrusté dans le mur. Toujours l'aspect très pratique et pragmatique. Hein. Toujours. Le Corbusier pensait au quotidien. D'accord. Et en face, utilisable encore aujourd'hui? On l'utilise plus parce que évidemment ça sert de décor, mais on a un tableau moderne. Regardez de l'autre côté. Vous avez un écran. Vous avez le grand écran qui sert aujourd'hui aux entreprises pour diffuser leurs slides, leurs animations, ou alors faire des visioconférences. Pourquoi pas? Alors là, pas du tout de déco, mais la plus belle des décos, c'est la nature qu'on aperçoit là. Ah oui, là, 70 hectares de parc. Oui, donc les gens sont là en réunion. Alors on met ceux qui sont les mauvais élèves de ce côté pour qu'ils regardent le mur et soient attentifs. Et ceux qui sont les bons élèves, on sait qu'ils vont pouvoir regarder le paysage tout en travaillant aussi. Donc une salle de réunion pour une dizaine de personnes. Oui, c'est ça, c'est en petit comité. Hein, c'est destiné aux petites entreprises qui veulent prendre un petit peu l'air, se mettre au vert et se retrouver ici. Hier, par exemple, ça se loue à la journée. Hier, par exemple, on a une petite entreprise de Villefranche-sur-Saône qui a travaillé ici et qui a passé un bon moment. Déjeuner ensuite. Tout à fait. Vous avez vu le réfectoire, j'imagine. Le réfectoire, donc on peut déjeuner là et ensuite on se remet au travail. C'est on ça. va faire une randonnée. C'est ça. Formidable. Et ici, on propose même des pauses permanentes. Quand on arrive le matin à 8h30, 9h, il y a du café, il y a du thé, des madeleines, des viennoiseries. Voilà. Ça va. Donc, c'est pas le jeûne ici, on peut manger, on peut boire, tout va bien. Tout à fait. Très bien. On poursuit? Allez, on continue. Allez, c'est notre salle qui est un petit peu plus grande. Allez-y, Anne. Ces couleurs. Entrez. Ah oui. Là, vous allez voir la vue, elle est différente, hein, elle est encore plus bluffante. Vous avez vu ici, sur la ville de l'Arbrel, sur Bully, sur Pontcharrat, sur Turdine, bref, toutes les communes qui font le charme de cette région vallonnée. Avouez qu'il y a de quoi rester devant un tel décor, avec ces arbres. Et là, le domaine, donc pour rappel, aujourd'hui, l'ancien château de la famille de la Tourette, si je me souviens bien, Marc-Antoine Louis Claret de la Tourette, très bien. Botaniste. Oui, c'est ça. Donc c'était un domaine qui leur appartenait. C'est ça. Et ensuite, ce sont les Dominicains qui ont fait construire ce bâtiment. C'est ça, tout à fait.
par Le Corbusier, donc qui appartient à une association dominicaine aujourd'hui. Elle appartient, cet édifice, cette grande maison appartient aux dominicains, tout à fait. Alors ici, la salle est plus grande, on a une disposition pour 20 personnes, mais on peut évidemment ajouter des tables en fonction de la demande des entreprises. On peut être ici jusqu'à 30 environ, hein, avec visioconférence aussi, écran à disposition. Alors de l'autre côté, vous ne le voyez pas, mais il y a aussi un tableau, hein, il y a des tableaux partout, ce sont des anciennes salles de classe. Donc il faut se rappeler ici que les frères à l'origine. Voilà, les jeunes frères venaient ici. Et je vous montre une particularité quand même de Le Corbusier, ce qu'on appelle les aérateurs. Regardez, ça permet à la fois de faire rentrer de la lumière, mais aussi de l'air. Ça, c'était la climatisation de l'époque, hein, parce que c'est ouvert sur la façade, c'est ouvert ici, le vent circule. On continue la visite. Ici, c'est encore plus grand, on peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Donc, je vous laisse découvrir. Allez-y, Anne. Toutes ces salles peuvent Allez-y, être rentrez. louées par la même entreprise qui va louer plusieurs salles. Oui, effectivement. Donc ici, on est en format plus conférence, Ouais. vous voyez, avec des chaises adaptées, on peut prendre des notes. Il y a un écran avec vidéoprojecteur. On peut se mettre dans différents formats, hein. On pourrait très bien être en format classe, on pourrait enlever ses chaises, on peut faire ici des conférences de presse, on peut inviter des personnes, on peut faire des conférences à distance. Il y a eu des conférences internationales ici, hein, qui se sont organisées depuis la Tourette. Donc on retrouve le même style très épuré de Le Corbusier, mais vous voyez que la salle, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, et on peut imaginer toutes sortes de configurations. Une cuisine immense, bon, qui fait un peu cuisine d'école ou cuisine de couvent, c'est le cas. Donc là, aujourd'hui, vous avez une idée du nombre de personnes qui vont déjeuner? Chaque midi, on reçoit environ 50 personnes qui déjeunent ou qui dînent ici. Oui, il y a une belle équipe avec Anne qui pilote cette équipe, une équipe très très investie sur laquelle on s'appuie beaucoup. Et on a un seul menu par jour, un seul menu du soir également. Le soir, c'est végétarien. C'est important parce qu'on reçoit une clientèle qui est internationale et qui demande cette cuisine-là. Et donc, on s'est adapté très très vite à tout cela. Et je vous montre encore la vue, hein, mais regardez, je pense que c'est la seule cuisine au monde qui permet à un chef d'officier dans les arbres. C'est quand même extraordinaire. On a l'habitude de voir des cuisines un peu fermées avec des néons tout blancs. Ben, celle-ci, elle est pleine de couleurs et elle est pleine de poésie. Donc, c'est une source d'inspiration pour les chefs. Merci Alexandre Chabel de nous avoir accueillis dans ce très beau lieu. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois. Oui, mais merci à vous. Les choses bougent très vite, j'ai l'impression. Oui. Donc on dit aux Lyonnais qu'il faut venir ici, aux Lyonnais, aux gens du Beaujolais, aux Français, aux gens du monde entier de venir ici, premièrement déjeuner, visiter, on va dire visiter, déjeuner, passer du temps pour des réunions, pour des conférences, des séminaires, dormir. Dormir, et puis il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a d'abord la vie spirituelle. La vie spirituelle qui répond à une demande d'aujourd'hui, plus que jamais, qui donne un sens à la vie. Et donc quand on vient ici à la Tourette, on vient chercher tout ce que vous venez de décrire, mais on vient aussi à la rencontre des frères dominicains qui ont un message à porter. On vient aussi se ressourcer, trouver au fond de soi la vérité. Voilà, c'est ce qu'on vient chercher ici au couvent de la Tourette. Parfait, et je pense que Le Corbusier doit drôlement apprécier le temps de bonheur que passent les gens ici. Donc suivez cette vidéo avec beaucoup d'attention, n'hésitez pas à liker, à commenter, nous sommes en connexion aussi avec le couvent de la Tourette pour avoir les réponses aux questions que vous auriez. Likez, merci, à très bientôt pour une future vidéo.